La malédiction chez les Duval n'avait pas besoin d'ombre pour tenir, elle s'était contentée de dates, de dentelles, de portes franchies à midi, d'un cahier de trousseau dont la main changeait mais dont la mise en page gardait l'obsession, et la ville, qui préférait la paix à la vérité, avait appris à détourner les yeux le jour où les cloches sonnaient pour une aînée. Le pavé, devant l'église basse, se souvenait mieux que les hommes, il conservait, sous la poussière des cortèges, des empreintes qu'on n'osait pas mesurer, on y racontait, sans phrase, une disparition par génération, tantôt au seuil de la nef, tantôt dans l'escalier du presbytère, tantôt sous le tilleul du parvis, à chaque fois la même fulgurance, un voile encore pris sur l'épingle, une chaussure à demi sortie, un bouquet qui tombe sans main, un espace resté ouvert entre deux respirations, et l'on rangeait ensuite, par devoir, la musique et les chaises, on disait qu'il faut vivre. On rebouchait les trous avec des usages. La maison Duval, à 2 rues de là, faisait semblant d'appartenir aux comptes et aux récoltes, elle vendait du bois, elle louait des granges, elle gérait des contrats de vendange avec une exactitude qu'on appelait vertu pour ne pas la nommer peur, chaque printemps elle remettait à jour le registre des dots, chaque automne elle cirait les coffres, et dans l'armoire où l'on conservait la layette comme on garde des archives, une boîte longue, enveloppée d'un linge, gardait la blancheur menaçante du voile familial, c'est là que la malédiction respirait le mieux, dans un textile, plus que dans les récits. La ville connaissait l'origine sans s'accorder sur les mots, certains parlaient d'une aïeule trahie, une Agnès Duval rendue au puits par une promesse défaite, d'autres évoquaient une femme d'ailleurs, venue réparer des dentelles et repartie avec la volonté dure des étrangères, quelques-uns, plus savants, posaient l'affaire sur une faute d'alliance, un contrat cassé qui aurait fait porter aux aînés la dette de l'orgueil paternel, personne ne franchissait la ligne du fantastique, on préférait l'économie des objets, un ruban mal noué, une épingle mal placée, un miroir découvert le jour qu'il fallait couvrir, et c'est ainsi que la légende, avec sa précision sèche, se substituait aux explications. La génération présente avait reçu le récit en héritage d'armoire, la mère, Madeleine, connaissait l'avant et l'après mieux que les phrases, elle avait perdu, 20 ans auparavant, sa sœur aînée, Rose, au moment même où la chorale avait pris le second couplet du cantique, on avait retrouvé le bouquet dans la rigole, la chaussure au pied de la marche, on n'avait pas retrouvé la mariée, la ville avait mis des mots raisonnables sur le vide, fugue, folie, rapt, tant de noms utiles pour que la vie puisse remettre les nappes et les bancs, et Madeleine avait, depuis, organisé sa maison comme on tient un barrage, elle avait déplacé les miroirs, elle avait refermé la boîte du voile avec un linge plus épais, elle avait noté, dans son propre cahier, des horaires, des positions de chaises, des consignes de lumière, elle avait décidé que si la malédiction tient aux usages, les usages, inversés, pourraient lui retirer son appui. L'aînée actuelle, Claire, avait grandi dans cette discipline que la tendresse des mères rend supportable, elle connaissait l'inventaire des dangers sans que personne ne prononce le mot danger, elle savait que certaines dates attirent les portes, que le lendemain d'une annonce attire les regards comme un vent, que l'odeur d'amande du linge neuf fait lever dans les pièces une attention trop serrée, elle avait appris à tenir sa joie comme un bol d'eau que l'on porte dans une maison au sol inégal. Elle aimait son fiancé comme on aime à la campagne, par geste, par partage, par corvée mêlée, et c'est ce naturel-là qui donna au calendrier sa force, car l'amour, pour être vrai, ne se laisse pas gouverner par un cahier. Les préparatifs s'ouvrirent avec une prudence étudiée, on choisit une date en dehors des mois aimés par la malédiction, on desserra l'horaire, on proposa une cérémonie civile sans cortège, un repas distribué en 2 fois, on parla d'aller au chef-lieu pour désamorcer l'habitude, on imagina d'envoyer le bouquet la veille, on s'autorisa à ne pas porter de blanc, on posa, sur la table, des papiers où l'on comparait les anciennes disparitions pour y repérer des points communs, on y trouva moins de poésie que de répétition. Un baiser donné sur le seuil, un tintement de couteau dans l'office au mauvais moment, une clé posée à plat près d'un miroir, la cloche qui sonne avant l'heure prévue, autant de petites erreurs qui, en s'additionnant, semblaient ouvrir la porte au vieux vœu d'une femme trahie. On décida alors de supprimer ces angles, on retira les couverts du buffet, on couvrit tous les miroirs du rez-de-chaussée avec de la mousseline. On désaccorda l'horloge de l'entrée de 3 minutes, on demanda au sacristain de garder le battant fermé jusqu'au dernier moment, on fixa au bouquet des rubans d'une couleur que la maison n'avait jamais vue en un tel jour, un bleu simple, capable d'interrompre la blancheur comme on glisse un caillou dans un courant. La ville, fascinée et honteuse, regardait en biais, les voisines cousaient sans commenter, les hommes parlaient de pluie pour éviter les épingles, la boutique du photographe polissait ses lentilles, on se tenait à mi-distance de l'événement comme on se tient d'un feu qu'on veut voir sans s'y brûler, l'épicier, discret, garda en réserve une caisse de bouteilles au cas où l'on célébrerait malgré tout, la blanchisseuse, par fidélité à Madeleine, mit de côté un drap qui avait la douceur des bonnes nuits, le sacristain, à contre-cœur, accepta la consigne d'un battant fermé jusqu'à la minute donnée, et l'on sentit, sans se le dire, que la ville était entrée dans la maison comme une armée de gestes qui ne s'avouent pas. La nuit qui précéda, la maison refusa le sommeil continu, elle imposa son catalogue d'alerte, un plancher de palier qui se souvient, un volet qui claque une fois de trop,
un parfum de cire un peu trop vif sur la table basse, et Madeleine répondit en déplaçant des choses d'un demi-centimètre comme si la malédiction consentirait à lâcher prise pour une question d'alignement. Elle posa l'anneau dans un petit bol de faïence au lieu de l'étui. Elle glissa sous la nappe un ruban bleu identique à celui du bouquet. Elle rangea, dans la boîte, l'aiguille qui sert d'ordinaire le voile. Elle retira de la chambre l'ombre des portraits. Elle plaça, dans la poche du manteau de Claire, un caillou ramassé au bord de la rivière un été où la vie avait accepté d'être simple, autant d'objets qui, ajoutés, fabriquaient une méthode. Le matin apporta sa lumière ordinaire, non pas celle des jours de miracle, celle qu'on obtient quand on a fini par respecter la fenêtre. Claire se leva avec la tenue de celles qui savent que le bonheur, ici, doit ressembler au travail pour survivre. Elle se coiffa sans miroir, elle noua ses cheveux sans demander de perfection, elle regarda la boîte longue où dormait le voile familial et sut, par une paix maladroite, qu'elle n'y toucherait pas. Elle choisit une robe pâle, non blanche, elle prit sur la table, le bouquet au ruban bleu. Elle respira une fois la cuisine, elle s'autorisa à compter les pas qui l'amèneraient au seuil. Elle s'en remit à la précision plus qu'aux prières, non par manque de foi, par science des objets. La ville, dehors, tenait sa respiration. On entrait et on sortait des boutiques sans bruit. L'horloge de la halle, désaccordée à dessein, affirmait une heure que les autres horloges contredisaient, un désordre léger fabriqué pour briser l'élan de l'invisible. L'office des Duval envoyait vers l'église 2 plateaux préparés d'avance. Le photographe, obéissant aux recommandations, avait renoncé à la longue pause sur le parvis. La chorale, prévenue, attendrait d'avoir vu la mariée franchir la porte. Avant de donner sa première note, le sacristain, sourcils bas, gardait la main sur le battant, et toute cette mécanique, qui aurait semblé comique un autre jour, prit ce matin-là la gravité d'une garde. Le cortège se fabriqua en version réduite, moins de rubans, moins de fleurs, plus de regards. La rue, au milieu, accueillit la marche comme on accueille une expérience qu'on ose juger. Claire avança, non pas protégée par sa robe, portée par l'addition des prudences. Madeleine, à 2 pas derrière, tenait le rythme comme on tient un souffle. Le fiancé gardait sa place aux côtés sans promettre par avance. La ville les entoura de cette distance utile qui n'abîme pas les volontés, et le parvis apparut avec son tilleul qui connaissait les générations mieux que les registres. On ne saura pas, plus tard, si la malédiction dépendait d'un son ou d'une minute, si elle avait besoin d'un voile, d'une cloche, d'une marche, si elle se nourrissait d'un baiser posé au mauvais endroit, si elle attendait l'ombre du bouquet sur la pierre. On saura seulement que le jour tenta de lui refuser ses appuis, le battant resta fermé, le miroir de l'entrée n'existait plus, le voile dormait dans sa boîte, l'horloge du porche mentait, la chorale se tut. Le photographe retint son geste, le ruban bleu, au poignet, faisait sa ligne de terre au milieu du blanc, et la ville, sans l'avouer, pria selon sa façon, par immobilité. La disparition, telle qu'on la raconte dans les générations, n'eut pas lieu au point attendu. Le battant s'ouvrit sur un souffle exact, le seuil fut franchi, la nef prit la mariée comme on prend une évidence, la lumière fut la bonne, la chorale se mit en route, la première strophe passa, la seconde vint, la ville crut à la réussite des méthodes. Madeleine rentra, dans sa main serrée, la peur. Le fiancé respira. Et c'est au moment où l'on pense que le monde a consenti à un arrangement que l'économie des vieilles dettes réclame sa facture, non par éclat, par détour. L'office, selon la consigne, avait retiré du cœur le grand miroir qui, d'ordinaire, aide les chantres. On l'avait posé à plat contre un pilier, face contre pierre, un chiffon sur la tranche. On avait oublié la petite glace ovale dans la sacristie, celle que l'on réserve aux boutonnières et aux voiles nerveux, et c'est sur cette mince surface que la lumière accrocha un visage 2 secondes trop longtemps, un ovale pâle, un reflet de bouquet, un fil bleu, une image qui n'aurait pas dû exister. Dans la géométrie décidée, la main d'une enfant de cœur, à cet instant, replaça un livre mal posé. L'air, modifié, pencha, le ruban, pour la première fois, se tendit. L'épingle, qu'on avait volontairement oubliée, fut remplacée par une mèche de cheveux retenue au hasard. La mèche glissa, la peau frissonna, et dans cette somme de détails qu'on ne peut pas écrire sur un faire-part, la malédiction tenta de reprendre sa place par l'angle le plus étroit. Non au seuil, dans l'entre-deux d'un regard. Il n'y eut pas de cri, seulement un flottement que les vieux ont déjà vu, une seconde hors du temps où la mariée, pour qui la nef devait être un couloir, devint pour la nef un miroir, une respiration prise ailleurs, un recul d'air, un bouquet qui hésite, un ruban dont la couleur sauve, et la maison, qui avait travaillé à défaire les angles, sentit que la stratégie ne suffirait pas, qu'il fallait une pièce en plus, un objet qui ne figurait pas dans les registres. Un renoncement provisoire à l'image. Madeleine, tenant son rôle mieux que 1000 pages, lâcha le protocole. Elle posa sa main sur l'épaule de Claire, elle l'entraîna vers la chapelle latérale où l'on garde les cierges de secours. Elle couvrit, d'un coin de châle, l'ovale laissé par la petite glace. Elle défit le bouquet de son ruban bleu, elle noua le ruban autour du poignet comme on noue un garrot contre l'hémorragie des cygnes. Elle remplaça l'idée de cérémonie par celle de passage. Elle rappela à la ville, silencieusement, que certains rituels se sauvent en s'appauvrissant, et la nef,
devant ce déplacement, accepta de devenir une salle nue où l'on avance sans musique. On racontera que la seconde strophe ne s'est pas chantée jusqu'au bout, que l'échange des anneaux se fit au banc et non devant l'autel, que le photographe prit, de loin, une image sans flash, qu'on ne posa pas sous le tilleul, qu'on coupa le gâteau un autre jour, que le banquet s'égrena en visite au lieu d'un rassemblement. On oubliera de dire que la maison avait ajouté, à son art de déplacer les objets, l'art d'imposer un rythme sans donner de spectacle. On retiendra seulement qu'il n'y eut pas de disparition et que la rumeur dut renoncer à son pain favori, mais la malédiction, si elle existe, ne se rend jamais en un acte, elle se reconstruit dans autre chose, et la génération suivante la prendrait à ses dépens si la maison ne parvenait pas, d'ici là, à déplacer la lutte sur le terrain où elle n'avait pas encore livré de bataille, l'origine. Car tout, dans ce pays, s'accroche à un premier geste, une femme au puits, un voile cousu pour la mauvaise, un contrat signé au mépris d'une promesse, un miroir qu'on a fait regarder trop longtemps un visage qu'on ne voulait pas garder. Et tant que la maison n'aura pas remis, dans le cahier, la ligne qui manque, la victoire ressemblera, à chaque génération, à une échappée modeste. Le soir, la maison Duval rentra les chaises sans bruit, elle rangea le ruban bleu dans un tiroir, elle laissa le voile familial dans sa boîte, elle garda sur la table, à côté du bol où reposait l'anneau, une feuille blanche où Madeleine écrivit, d'une main qui avait appris, non des prières, des angles, retirer aux images le droit de gouverner, donner aux choses l'obligation de tenir, chercher la femme que la ville a oubliée. Et c'est par cette dernière ligne que commence, réellement, l'histoire, non le combat contre une date, la marche vers une origine qu'il faudra ouvrir comme on ouvre une cave. Le lendemain du mariage tenu dans sa version la plus pauvre, la maison comprit que la victoire n'avait pas clos le livre, elle avait simplement déplacé le signet, et Madeleine, qui connaissait la valeur des gestes plus que celle des proclamations, décida d'ouvrir l'origine comme on ouvre une cave, avec une lampe courte, un inventaire dans la poche, des pas capables de reculer sans perdre le fil. La première porte ne se trouvait ni au puits ni sous le tilleul. Elle reposait dans les papiers, là où les familles cachent ce qu'elles n'ont pas le courage d'avouer tout haut, un dossier de dot jauni, un registre de promesses d'alliance, des quittances, des lettres sans timbre, et cette sédimentation livra, sous une couche d'affaires ordinaires, un enchaînement que la légende avait simplifié jusqu'à le rendre mythique, un contrat rédigé à la hâte pour unir un Duval à la fille d'un marchand voisin, un avenant ajouté la veille pour substituer la cadette à l'aînée, une annotation dans la marge où la main d'un notaire avait fait de l'obéissance une ligne droite, et le lendemain de cette substitution. Un reçu pour un paquet de dentelles livré sans destinataire à une adresse effacée, il ne fallait pas de phrase pour comprendre que l'humiliation s'était déposée là, entre une dot détournée et un voile livré à personne, et l'imaginaire, qui aime poser des malédictions sur la bouche des femmes, pouvait désormais céder la place à un mécanisme plus robuste, une dette tenue par des objets. La trace suivante exigeait le parcours lent des registres paroissiaux, ces livres qui sauvent des vies en les numérotant, la ville voisine portait, dans ses colonnes, le prénom qu'on avait usé sans l'entendre, Agnès, cousu à un patronyme que le temps n'avait pas protégé, une famille de modestes, une mention d'atelier de dentelle, une note de décès qui n'en était pas vraiment une, l'expression vague des curés quand ils préfèrent ne pas écrire ce qui force à choisir un camp. Entre les lignes se dessinait un geste, une jeune femme promise au rite, écartée au dernier moment, payée pour livrer la blancheur d'un autre bonheur, puis avalée par une absence qui n'avait pas mérité de pierre, et c'est cette addition, plus que les histoires de sorcellerie, qui donna au nom Duval sa gravité, non une malédiction tombée du ciel, une faute conduite jusqu'aux noces par l'obstination des usages. Madeleine, fidèle à sa méthode, arrêta la lecture avant le romanesque, elle posa les papiers sur la table comme on aligne des outils, elle choisit de vérifier dans les choses ce que les mots avaient laissé en suspens, elle sortit du linge la boîte longue qu'elle n'ouvrait plus, elle écarta, couche par couche, le voile familial que les femmes avaient religieusement transmis sans le questionner. Elle posa sur ses genoux la dentelle avec cette précaution qu'on réserve aux objets capables de tenir une histoire entière, elle suivit du bout des doigts la bordure, elle chercha les raccords, elle repéra, au tiers de la longueur, une reprise différente, plus serrée, moins savante, un point de colère au milieu des points de patience, un fil qui tirait, à peine plus sombre, presque imperceptible, et en tirant sur le fil elle ne déchira pas le voile, elle déchira une habitude. Le ruban d'origine, jadis blanc, avait été remplacé à une génération qu'on pouvait dater par la manière de coudre, les épingles avaient changé de métal, un ourlet portait une marque d'eau de pluie, tout ce petit monde de signes répétait, d'une mariée à l'autre, une procédure que personne n'avait nommée, déposer dans le textile une part de ce qui avait été refusé à une femme, puis en réclamer le prix à la suivante. Plutôt que de dénoncer, elle fit ce qu'elle avait appris à faire la veille dans la nef, retirer aux images leur pouvoir, elle remit le voile dans la boîte mais elle coupa, avant de le refermer, 3 cm de bordure là où la reprise étrangère gagnait sur la trame, un geste minuscule, presque sacrilège à l'échelle d'un village, exactement le déplacement qu'exigent les dettes anciennes pour que les saisons puissent recommencer à compter autrement. Elle ne jeta pas ce fragment, elle le
plia, le glissa dans une enveloppe avec la copie du reçu pour Dentelle, elle écrit au dos non un discours, un itinéraire, l'adresse qu'on avait effacée sur le papier de l'époque, reconstituée par recoupement avec les registres, la mention du puits qui, d'après les actes, servait d'amère au quartier. Le trajet jusqu'au hameau n'avait rien d'une procession, c'était une marche d'inventaire, les se succédaient avec la discrétion des témoins, la pluie de fin d'été rablait les chemins, les maisons portaient des toits plus neufs que les histoires, et au centre d'une placette se tenait un puits aux margelles usées, habillé d'un treillis récent qu'on avait sans doute posé pour la sécurité, la pierre disait l'âge, la grille disait la modernité. Et ensemble elles produisaient ce frottement qui, mais à nul les mémoires, un banc, sur le côté, conservait l'empreinte d'un seau, signe que les gestes survivent plus longtemps que les légendes, des gerbes de fleurs séchées, attachées grossièrement, indiquaient qu'on venait encore confier aux margelles des souhaits convertis en décoration, et l'on comprenait, en posant la main sur la pierre froide, que ce lieu n'avait pas besoin d'un cérémonial pour recevoir une réparation. Elle choisit de ne pas jouer les théâtres, elle replaça le fragment de bordure dans l'enveloppe, elle posa l'enveloppe sur la pierre, elle inclina la tête non pour prier, pour écouter si la maison ancestrale ne lui envoyait pas au travers des kilomètres la vieille tentation de transformer un acte en scène, elle resta le temps suffisant pour sentir que le lieu acceptait qu'on lui rende ce qui avait été mal reçu, puis elle se releva, et se lever, qui n'intéressera aucune chronique, constitua. L'ossature du jour, l'eau, en bas, remuait d'une manière qui n'était ni signe ni hasard, juste la preuve que les matières se parlent. De retour chez les Duval, la suite n'eut rien d'un miracle, et c'est ce qui la rendit solide, on rangea le voile sans son morceau étranger, on remit sur l'étagère le cahier de dot avec les copies des actes et les feuillets relevés, on ajouta au ruban bleu une note d'usage, l'instruction de ne pas laisser l'ovale d'un miroir prévaloir sur la respiration d'une femme, on garda, dans un tiroir, un fragment de dentelle coupé non pour punir mais pour rappeler qu'une maison a le droit d'amender. Rite, on envoya au prêtre la photocopie de l'avenant qui substituait jadis une cadette à une aînée, non pour humilier un nom, pour inscrire au registre que les disparitions ne naissent pas des étoiles mais des actes. Claire, dans cette topographie nouvelle, sentit que sa joie, qui avait survécu à la nef, pouvait desserrer d'un cran la vigilance sans verser dans l'oubli, elle marchait dans la maison sans éviter les portraits, elle liait ses cheveux devant une vitre couverte à moitié, elle apprit à regarder la date non comme une falaise mais comme une côte, elle porta encore le ruban bleu pendant une semaine puis le rangea, elle reprit le travail à l'atelier de bois familial. Elle trancha, pour sa part, dans le matériau du quotidien, pour fabriquer une table où l'on mangerait sans parler de malédiction. L'élégance de ces journées vint de ce refus d'épique, rien ne se fit au clairon, tout se fit au torchon, et la malédiction, si elle attendait un théâtre pour reparaître, dut se contenter de noter des comptes. Les voisins, informés par fragments, se tinrent d'abord à distance, puis l'actualité s'infila comme de l'eau, la blanchisseuse reçut la visite de Madeleine qui lui confia, à laver, les mousselines qui couvraient les miroirs, c'était une manière de les repasser au monde, l'épicier apprit qu'on ne ferait pas de banquet, il livra des paniers en plusieurs fois, la chorale passa rue Duval avec des voix basses, sans partition, pour savoir si le silence avait besoin d'aide. Et ses attentions sans drapeau, à force de tomber juste, modifièrent le fond de l'air, non en l'exorcisant, en le civilisant. Restait pourtant la question que les papiers ne pouvaient résoudre seuls, le pourquoi profond de la disparition de Rose et des aînés d'avant, ce point précis que les histoires, à force de chercher le spectaculaire, ne regardent jamais bien, l'insistance des images à gouverner ce qui aurait dû appartenir au geste, les miroirs sortis au moment de fixer des voiles, les longues pauses du photographe sur les marches, les cortèges alignés pour la symétrie. La cloche sonnait d'avance pour que l'écho se déploie, autant d'images qui, additionnées, fabriquaient une force supérieure maniant les corps mieux que les familles elles-mêmes. La solution, dès lors, se décida dans une phrase sans théologie, retirer aux images la primauté dans les alliances, rendre au geste le premier rang, ce qui, dans la pratique, signifiait recoder les rites, donner le premier mot aux mains qui lient, déplacer les scènes vers les cuisines, réduire la nef à son noyau utile, rendre à la mairie ce qui appartient aux écritures, se marier en marchant plutôt qu'en posant, casser la tentation des poses. La maison mit cela en pratique avant d'en parler, elle organisa pour les noces prévues dans l'année suivante une suite d'entraides plus visibles que les photos, elle accompagna les aînés d'autres familles en désamorçant les angles, elle dissémina ses précautions comme on sème des herbes au bord des chemins, elle proposa aux fiancés une répétition silencieuse des gestes, elle leur apprit à faire 3 pas et à se retourner dans une pièce sans miroir. Elle fit prêter les rubans bleus comme on prête des outils, elle donna au sacristain des consignes de battant à appliquer pour tout le monde afin que les Duval cessent d'apparaître comme un centre, elle colla, à l'intérieur d'une armoire de la sacristie, une feuille où figurait l'instruction de couvrir toute glace ovale un jour de noces, non avec des mots de peur, avec la neutralité des règlements intérieurs. Une curiosité tenace guidait toutefois Madeleine vers un dernier objet, celui qui avait converti la faute d'ancêtre en récit durable, non le voile seulement, la photographie apparue au tournant du siècle précédent, ces images de parvis où les mariées se tenaient plus droites que vivantes,
ces plaques lentes qui avalaient la seconde exacte que les générations avaient identifiée comme celle des disparitions, et elle comprit, en entrant chez le photographe de la place, que l'on pouvait, sans interdire, déplacer, elle commanda, non des poses, des séries, elle demanda au fils du photographe de travailler à l'affût, non pour voler les visages, pour les rendre au mouvement, elle proposa de payer pour les autres familles une part du service si l'on renonçait, ce jour-là, à la grande image au tilleul, et l'atelier, heureux de moderniser son art, proposa des vues floues où l'on voit des gens passer au lieu de disparaître. Et cette décision légère brisa sans sermon la connivence involontaire entre le dispositif et la légende. Une visite à l'archive compléta l'ouvrage, on déposa une copie du reçu oublié, on versa au dossier un double de la bordure humide, on signa une fiche où l'on rappelait que les malédictions qu'on raconte proviennent souvent de dettes mal comptées, on laissa, dans une enveloppe scellée, une note sur le ruban bleu et l'usage qu'il avait sauvé une fois, on demanda qu'on n'expose pas, qu'on garde pour plus tard, pour les chercheurs qui préfèrent les preuves discrètes au compte, et l'archiviste, qui avait déjà vu des familles sauver leur peau avec des papiers bien pliés, rangea les pièces avec la gravité des jours utiles. Dans les semaines qui suivirent, la ville testa sans le dire la nouvelle grammaire, une aînée d'une maison voisine épousa un garçon du faubourg, on couvrit les glaces, on retint le battant, on écarta les grandes pauses, on noua au poignet un ruban prêté, on plaça l'échange des vœux à l'ombre d'une chapelle latérale, on vida la place de la foire des stands qui accrochent les regards au mauvais endroit, et rien ne se passa, ce rien fit plus que tous les exorcismes. Il offrit au pays la douceur d'une évidence qui revient, on peut épouser sans disparaître si l'on retire à la scène son droit de commander au corps. Restait, en fond, la part de Rose, non pour raviver la plaie, pour lui rendre de la place, la boîte qu'elle avait laissée derrière elle contenait, dans un tiroir, une liste d'invités jamais envoyés, un ruban de cheveux, un morceau d'étoffe, un talon d'invitation, et Madeleine, un soir, posa ses restes sur la table, non pour en faire un autel, pour leur retirer la puissance d'assigner les suivantes à la répétition, elle répartit les objets. Un morceau au musée scolaire pour apprendre à lire les matières, un autre à l'archive avec la fiche qui explique la substitution dans le contrat, un autre à une cousine qui l'arracherait au drame par l'usage, puis elle remit le tiroir à sa place vide, où pour la première fois depuis des années, la maison Duval ferma un meuble sans secret. À la fin de l'automne, quand la pluie rend aux pierres le meilleur de leur mémoire, la famille retourna au puits du hameau, non pour recommencer un rituel, pour vérifier que la réparation tenait, on retrouva l'enveloppe humide mais intacte coincée dans une rainure, on la glissa dans une boîte neuve, on remercia sans genoux, on repartit, et la pierre, par sa froideur ordinaire, rendit ce qu'il y avait été reprisé, la saison suivante commença sans histoire. La partie restait ouverte, car une malédiction s'entête quand l'air lui retire sa nourriture, elle tente de se recomposer dans les phrases, dans les regards, dans les souvenirs aimantés, et il fallait, pour achever de la détourner, inscrire la méthode dans des lieux qui ne s'usent pas avec les familles, l'école, l'archive, la sacristie, l'atelier du photographe, la mairie, autant de poches où l'on dépose des consignes propres. Et c'est à cette couture que la maison s'attela pour le chapitre suivant, non par héroïsme, par hygiène, convaincu qu'on sauve des aînés par des règlements sobres mieux que par des récits terribles, la suite prendrait le temps de transformer, dans la ville entière, l'économie des noces, et l'on verrait, un hiver plus tard, si la malédiction savait encore s'inviter quand on lui retire jusqu'à l'envie. La victoire modeste de la nef ne protégea pas la saison suivante, elle déplaça seulement l'endroit où l'ancienne dette chercherait son passage, et la maison, instruite par le voile raccourci et par l'enveloppe laissée au puits, comprit que l'air, pour rester respirable, devait être tenu ensemble par des gestes multipliés plutôt que par une histoire unique. Les consignes, aussitôt, prirent la forme d'un petit cahier sans emphase que l'on glissa chez le sacristain, à la mairie, chez le photographe, à l'école, un feuillet intitulé Sans poésie les noces propres, où l'on rappelait d'éviter les glaces mal placées, de retarder les cloches, de renoncer aux pauses lentes, de transmettre un ruban prêté au poignet de l'aîné, de préférer au cortège les marches courtes et au portrait les séries, l'archive en conserva une copie, l'atelier du photographe en afficha une autre. Les familles l'appliquèrent par-dessus leurs coutumes comme on pose une toile cirée sur une table ancienne. Pour la préserver sans la renier, et la ville, qui s'était en nourrie de rumeurs, commença à manger du règlement, ce qui, ici, relevait de la santé. Le premier test vint sans se faire annoncer avec la noce d'une cousine du côté d'un autre rameau du Val, Éloise, élevée dans une maison plus portée au décor, fiancée à un garçon du faubourg qui rêvait d'une photographie sous le tilleul parce qu'on y voit tout le monde, on y discuta l'utilité du ruban bleu, on tenta de garder le grand miroir pour aider à fixer la coiffe. On proposa une cloche sonnée plus tôt afin que les invités qui travaillent à l'usine puissent venir, et tout se faisceau de bonnes raisons reconstituait, sous des arguments modernes, la pente que l'ancienne faute aimait emprunter. Madeleine, qui ne commandait chez personne mais savait aligner les objets mieux que des phrases, fit circuler le cahier, offrit de prendre à charge une part du service du photographe si l'on renonçait à la pose, prêta le ruban,
posa sur la table un petit plan des bancs pour que l'on évite l'angle qui attire les regards vers l'ovale de la sacristie. La maison voisine, d'abord chatouilleuse, finit par accepter, non par conviction, par fatigue, et l'on crut la journée sécurisée. Ce fut la foire d'entre-deux qui introduisit l'accro, une fête installée la veille sur la place, un stand d'illusion avec ses glaces neuves, un couloir d'éclat où les enfants riaient d'être multipliés. On y passa juste pour voir, au sortir de la mairie, non pour chercher des signes, pour gagner une minute sur la pluie, et l'on apprit dans ce couloir ce que les systèmes n'avaient pas prévu, la force des images quand elles se donnent gratuitement, et l'oise, au milieu, se vit dédoublée, triplée, puis ajourée, l'une des glaces mal nettoyées accrocha un vide plus noir que le reste, le ruban au poignet tira, non comme la veille dans la nef, avec la brutalité d'un fil qu'on retient, la mariée, une seconde, fut moins une personne qu'un manque au milieu de la lumière, la main de sa mère posa un instant le poids qui rend encore leur territoire, on sortit avec dignité, on prétendit rire pour ne pas ajouter de poids à l'air. On rangea le stand dans la catégorie des machines à mal tourner, et la règle se compléta ce soir-là d'une ligne qui n'avait rien à voir avec les sacristies, éloignées des noces les galeries de glace, l'archive en fit une mention, la mairie, sans bruit, déclina les autorisations sur la date choisie, et l'on découvrit qu'une malédiction entretient sa part de modernité quand on la nourrit d'images nouvelles. Le photographe, dans son atelier, trouva dans l'épreuve de la journée un enseignement plus fertile que la peur, il développa ses séries floues et constata, sur 2 vues prises à la volée, un espace plus pâle à la hauteur des poignets, non une absence, une zone où la lumière traversait comme si la matière n'avait pas décidé de retenir, il superposa avec prudence ces images à des plaques anciennes gardées par son père. L'alignement involontaire produisit une parenté de marge qui glaça sang. Théâtre, les disparitions d'autrefois se tenaient, par la géométrie du cadre et des foules, à cette même hauteur de corps où se noue une coiffe, où s'attache un ruban, où se passe un anneau, on décida que le métier, ici, n'appuierait plus sur les poignets, le cadrage serait plus large, la mise au point plus rapide, la main plus vive, et cette attention, transférée du mystère vers la technique, fut une victoire de la ville sur son amour des catastrophes. Les semaines prolongèrent ce travail de couture, l'école prit aux enfants la tâche discrète de couvrir un miroir en classe lors des répétitions, la sacristie garda, dans un tiroir, des mousselines propres prêtes pour toute famille, la mairie fit établir une note qui recommandait de choisir les heures sans concurrence de cloches, l'atelier du Bois du Val fabriqua des pupitres légers que l'on pourrait déplacer pour fuir les angles, la chorale ajusta son habitude. Elle entra désormais par la petite porte au lieu de faire sa haie de son sur le parvis, autant de glissements qui, pris ensemble, altéraient la vieille scène, et l'air, en s'installant dans ses précautions, gagnait une température qui obligeait les anciennes histoires à se refroidir. La ville, pourtant, n'est pas un laboratoire, elle garde, au fond de ses volontés, 2 ou 3 voix qui aiment la verticalité des récits, un vieux prêteur à gages qui disait que l'on ne dénoue pas les dettes avec des rubans, une tante qui jurait que rien ne sert de moderniser si l'on ne prie pas plus haut, un patron d'atelier qui tenait à la photo sous le tilleul parce que son père y figurait, et ces voix, faute d'objet, prennent l'air, elles entourent, elles ralentissent, elles appellent. Les retours d'habitude, et c'est en les contournant sans les humilier que la maison du Val entérina sa méthode, moins par argument, par service, on prêtait les mousselines, on prêtait les rubans, on couvrait les glaces chez les autres avant d'être invité, on s'occupait des cloches à leur place, on déguerpissait les stands de glace sans écrire de lettres, on installait des bancs à la bonne place avec la joie besogneuse qui dépolit les fables. L'archive, de son côté, ouvrit une boîte nouvelle pour la série des noces sauves, elle y plaça, avec une écriture droite, des fiches où l'on notait la date, le ruban, la couverture des glaces, la marche de la chorale, elle y ajouta, à part, un dossier Agnès avec le reçu pour dentelle, l'extrait de substitution, la photographie du puits avec l'enveloppe humide fichée dans la rainure, elle n'exposa rien, elle conserva. Et la ville apprit à s'apaiser mieux au contact des objets d'Ormancourt. Vacarme des places, car les preuves, ici, guérissent par leur patience. Les mois ramenèrent la question que la raison formule sans pouvoir la résoudre, savoir si la disparition renoncerait définitivement ou si elle déplacerait sa pointe vers un autre geste du jour, on surveilla les anneaux avec une exactitude nouvelle, on choisit des alliances moins luisantes, on évita les vitrines de bijoutiers au retour, on décommanda la tradition de passer chez le photographe encadré après la cérémonie. On préféra les repas fractionnés aux longs alignements, on invita les familles à marcher vers les jardins plutôt que de poser au parvis, et ces choix fabriquèrent une géographie où l'angle le plus dangereux n'avait plus d'utilité. Une inquiétude, pourtant, palpitait dans un coin que la méthode effleurait sans l'atteindre, la part de mémoire que l'on doit à celle qui avait manqué le passage, non pour raviver la dentelle triste des histoires, pour empêcher que l'absence devienne une matière qui gouverne les suivantes, et la maison, sans grandiloquence, entreprit la réparation publique qui convenait, on prépara, pour Rose et pour celle d'avant, non une messe, une page, une plaque brève au cimetière portant les prénoms. Et une ligne de neutralité,
disparu le jour des noces dans une ville qui n'a pas su protéger, on posa la plaque à plat pour empêcher les gens d'y accrocher des images, on l'a voulu lisible sans être aimanté, l'archive en conserva le texte, le gravé se fit sans drapeau, la ville passa, lut, se tut, et cette manière de tenir droit des prénoms sans leur inventer de scène retira au vieux récit l'un de ses derniers appuis. À la fin de l'hiver, une découverte en apparence anodine donna à la méthode un renfort inattendu, le fils du photographe, explorant la cave de l'atelier pour y ranger des cadres, trouva un paquet de plaques de verre oubliées, datées de l'époque où l'on avait commencé à se plaindre des disparitions, il les regarda à la lumière, y vit des scènes presque vides, des parvis où l'on attend, des mains remuant à la hauteur des poignets, des taches brûlées par les longues pauses, et sur deux d'encre. Elles un reflet qui n'appartenait ni à la nef ni au tilleul, comme une fenêtre déplacée, on superposa, à l'archive, ces calques à des plans anciens de la place, on comprit que l'angle qui prenait autrefois les mariés invitait, par pure construction, à poser les corps dans une boîte de lumière qui effaçait les bords, l'architecte communal, ravi d'avoir à corriger plutôt qu'à commenter, proposa de déplacer d'un demi-mètre la borne où l'on aime s'aligner. De planter un arbuste bas pour casser la ligne, de modifier la marche du parvis, la mairie accepta, le maçon posa l'arbuste, la borne changea de place, et l'on fit, ce jour-là, plus pour la paix des filles que des décennies de prières mal dirigées. Claire, en retrait désormais de la scène principale mais pas de la couture générale, poursuivait son art de composer avec des bois qui ne plient pas si on les force, elle faisait, à l'atelier, des tables dont les bords ne s'aimantent pas au regard, elle offrait au couple un meuble dont les angles arrondis empêchent la conversation de se heurter, elle réapprit à l'atelier du photographe la patience d'un flou choisi, elle se trouva, un matin, fatiguée d'une fatigue neuve. Elle comprit que la vie fabriquerait une place encore plus exigeante pour la méthode, une place de mère qui n'aurait pas le droit de muser dans la légende, elle rangea, dans sa propre armoire, un ruban bleu qu'elle prêterait plus tard, elle garda, dans une enveloppe, la copie de l'avenant, elle referma l'armoire avec une clé qui, ce jour-là, n'était pas un symbole, un simple outil qui ferme sur des preuves. Le printemps, à force de faire son métier, rendit aux familles une confiance qui n'avait plus cette tension coupable des années précédentes, les mariages se succédaient sous consigne et sans drame, la chorale avait apprivoisé sa retenue, le sacristain n'en voulait plus à la maison du Val d'avoir déplacé sa main sur le battant, les glaces de foire ne revinrent plus sur les dates sensibles, la place changea d'angle. La ville respira sans la sensation de marcher sur un pont étroit, et l'on aurait pu croire la chose conclue si l'archive, qui n'aime pas les fins trop rondes, n'avait pas reçu un soir un paquet sans adresse claire, une pochette contenait une dentelle ancienne cousue d'un fil plus sombre et un papier anonyme où l'on avait écrit d'une écriture tremblée la mention d'un nom, celui d'Agnès, et la phrase maigre qui suffit à fournir à une boîte une raison de s'ouvrir, gardez cela pour empêcher qu'on le jette. La conservatrice pesa la dentelle, reconnut la reprise serrée, consulta. Le reçu, confirma la parenté, ajouta, sur la fiche, la référence aux fragments restitués au puits, rangea l'ensemble, prévint personne, choisit le temps long contre la rumination publique, la méthode, fidèle à elle-même, avait gagné son dernier appui, celui d'un objet rendu. La partie pouvait désormais glisser vers une conclusion qui n'aurait ni épilogue ni miracle, encore 2 saisons pour que la méthode se dépose dans les institutions, encore une épreuve pour vérifier que la ville sait tenir les règles sans l'aiguillon de la peur, encore une réparation visible pour les prénoms qui manquent, et la malédiction, ayant perdu tous ses angles, ne pourrait plus s'accrocher qu'aux paroles, qu'il suffirait alors de refuser de nourrir. La suite s'écrirait dans le bois des tables, dans des rubans prêtés, dans des glaces couvertes et rangées à temps, dans l'ombre utile d'un arbuste, dans une borne déplacée, dans une plaque au cimetière posée à plat, dans une boîte de l'archive que des générations regarderaient sans se raconter de frissons, avec la satisfaction simple de voir une ville préférer la tenue aux histoires. Le printemps suivant, que la ville croyait gagner à force de règlements propres, révéla qu'une dette ancienne ne disparaît pas parce qu'on lui a retiré sa scène, elle cherche seulement des bords neufs où se déposer, et la maison, qui s'était donnée pour tâche de tenir l'air par la multiplication des gestes, dut apprendre que la vigilance ne vit pas d'une seule victoire mais d'un entretien, l'archive. En serrant dans sa boîte la dentelle rendue d'une main anonyme et le reçu oublié, avait donné à la méthode son cran d'arrêt, la sacristie, en gardant des mousselines repassées dans un tiroir, avait rendu au geste sa vitesse, l'atelier du photographe, en refusant les poses longues à hauteur de poignet, avait diminué l'appétit des images, la mairie, en déplaçant d'un demi-mètre la borne aimantant les cortèges et en plantant un arbuste bas, avait cassé la géométrie trompeuse du parvis, l'école, en apprenant aux enfants à couvrir un miroir sans s'y regarder, avait diffusé la retenue jusque dans les doigts, et tout ce réseau de précautions préparait la saison comme une charpente. Restait pourtant la part que la modernité rajoute par plaisir, l'insistance des appareils qui n'existaient pas du temps des plaques, la gourmandise des vitrines à reflets, le goût des rues pour les événements, qui aiment à forcer les familles à se montrer. Un journal local annonça qu'il voulait faire, le même week-end, un numéro spécial sur l'art des noces au pays, un stand de glace ambulante. Demanda son emplacement, des loueurs de photomatons tinrent à leur place,
et les commerçants, honnêtes dans leur désir de vendre, plaidèrent pour le retour d'un décor que les règlements avaient rendu discret. La maison Duval, armée d'un cahier maigre et d'objets bien rangés, proposa des compromis qui avaient l'allure de concession mais la dureté d'une règle, pas de glace sur la place les jours de publication de bancs, pas de photomaton dans l'axe de la nef, pas de drone au-dessus des cortèges, pas de cloche sonnée avant l'heure écrite dans le registre, en échange un passage des mariés par les jardins où l'on vendrait des fruits, un article du journal illustré non par des poses mais par des tables dressées dans des cuisines, un portrait des rubans prêtés plutôt que des voiles, et l'on sut, à la tonalité rageuse de 3 lettres de lecteur, qu'on avait touché à la part du récit que le peuple tient à garder, mais la mairie valida. La sacristie acquiesça, l'atelier du photographe afficha ses séries courtes, et l'on entra, sans l'avouer, dans une forme de carême de l'image. La prochaine aînée à passer sous la porte n'appartenait pas à la maison Duval direct, elle venait d'un rameau collatéral qui aimait encore les rubans pleins et les bouquets ronds, Lucie, élevée du côté des vignes, plus encline à sourire au miroir qu'à compter les angles, attendue sur la place comme on attend une fin de fable, elle accepta de porter au poignet le ruban prêté, elle couvrit sa coiffe sans verre. Elle répéta la marche dans la cuisine d'une tante pour se libérer des pauses, elle promit sans le dire de passer vite les zones aimantées, et c'est la pluie, cette fois, qui prépara l'épreuve, non l'averse qui lave tout, la pluie battante interrompue de percées de soleil qui posent des flaques comme des pièces d'argent, au ras du tilleul se forma un miroir d'eau, plus efficace que toutes les glaces, un rond parfait où la nef et l'axe se trouvaient par hasard, la cloche, qu'un fil mal ajusté rendait nerveuse, donna une note trop tôt lorsqu'un enfant tira machinalement sur un cordon, l'orgue, surpris, fit entrer une respiration de la chorale un temps avant, le photographe, fidèle à sa consigne, ne leva pas son appareil, le sacristain, qui avait si bien appris à retenir sa main, sentit dans son bras l'ancien instinct qu'il dut contrarier, la ville, qui s'était donné pour tâche de rester muette, rassembla ses lèvres, et l'on vit clairement que la malédiction, frustrée de ses angles domestiqués, tentait une autre prise, par un soleil trop franc dans une flaque trop lisse, par une cloche trop tôt, par une chorale trop brave, par un battant qui, juste pour un soupir, se croyait permis. La méthode, cependant, avait prévu non ce piège précis, la vitesse qui convient au piège, et c'est le tuteur visible d'un jardin et l'assure d'un atelier qui sauvèrent ce qui restait à sauver, un agent municipal, formé sans y penser par la page affichée à la mairie, versa une poignée de sable sur la flaque comme on éteint une lampe avec 2 doigts, l'archiviste, présente par hasard parce qu'elle aimait voir si les règles se posent, glissa sa veste pliée entre la fente du battant et la Pierre, le sacristain, retenu par ce textile, se souvint de sa consigne, un oncle posa sur le sol un morceau de tapis sorti d'un coffre qu'on utilise pour les processions d'hiver et coupa d'un geste la ligne de lumière, un enfant d'honneur, qui avait répété à l'école, tira sans bruit une mousseline de sa poche pour couvrir l'ovale d'une plaque de cuivre placée à contretemps près du bénitier, et l'addition de ces gestes supprima la scène. Supprima la tentation de raconter, supprima jusqu'au reste d'éclat qu'une histoire adore, il ne se passa rien, et rien, ici, fit fonction de salut. Dans l'atelier du photographe, le soir, on développa des séries où l'on ne voyait rien de plus que des gens qui passent avec leurs mains visibles et leurs poignets intacts. On nota seulement, sur un tirage de la nef, une blancheur fondue à hauteur d'ombre qu'on ne put attribuer ni à l'émulsion ni au papier, on glissa ce tirage dans la boîte qui, à l'archive, porte désormais le nom Nos Sauve, on ajouta sur une fiche la mention flaque cassée par sable. Battant retenu par veste, ovale couvert. Cloche reprisée, on poursuivit par l'écriture ce que la ville avait appris par les mains, et plus personne ne songea, en regardant la feuille, à demander un miracle, la ville commençait d'aimer ses solutions. La réparation visible, annoncée par la plaque posée à plat au cimetière pour Rose et les autres prénoms, demanda quant à elle un geste d'argent qui ne blessa pas d'autres maisons, et la famille inventa ce que l'on n'avait pas vu venir, non une fondation bavarde, un fonds d'usage discret qu'on baptisa sans phrase le fonds Agnès, comme si le prénom devait servir, non à charmer la pierre, à tenir droit les comptes, on y versa la recette de 2 marchés d'atelier, 3 tables de clerc vendues à prix simple, un don de l'atelier du photographe qui avait augmenté ses séries, une part d'accueil de la mairie, on en fixa l'objet avec une phrase neutre, financer les dépenses des aînés de famille en défaut de dot pour empêcher les substitutions et les humiliations, on en confia la garde à l'archive qui s'est fermée des boîtes, et la ville, plus apaisée par ce conte que par tous les cantiques, apprit que l'on peut casser la mécanique des vieilles dettes avec des billets tenus bas, exactement. Au point où les ancêtres avaient déplacé l'argent d'une aînée à une cadette, on ramenait, dans le pli des jours, la justice élémentaire que la morale ne suffit pas à servir. Restait à faire passer la méthode des Duval de la famille à la commune pour qu'elle cesse d'être prise pour un caractère et devienne une règle, un conseiller municipal écrivit un texte court, règlement des noces publiques, où ne figurait ni légende ni curé, seulement des mots de métier, glace couverte, cloche à l'heure, drones interdits, photos en série, bornes déplacées, arbustes bas, ruban prêté, chorale latérale, et ce document, affiché non en grand mais en plusieurs petits exemplaires.
fit ce que font les choses modestes, il imprima l'usage dans des yeux qui n'aiment pas lire loin, il circula, il suessa, il fut recopié sur un cahier d'école, il se retrouva plié dans les poches de sacristain, il se fit oublier en devenant naturel. La malédiction, privée de ses prises, tenta une dernière fois l'astuce des vitrines à reflets, un commerçant installa, à la veille d'une noce, un miroir biseauté dans sa boutique pour attraper la marche des mariés, un enfant passa et scotcha dessus. En riant, une feuille où l'enseignante avait écrit harnais pour reflet, à couvrir les jours de fête, l'homme, d'abord froissé, garda la feuille par fatigue, la ville, en passant devant, vit la pittoresque ordonnance d'une mesure qui se fait par jeu, et la règle gagna une palier de plus. On pourrait croire qu'à ce stade l'affaire devient dossier fermé, mais la méthode demande sa dernière épreuve, non une aînée à sauver pour les chroniques, une aînée à venir qu'il faudrait ne pas élever dans l'ombre d'un récit, et c'est là que la maison se remit au plus difficile, le futur, Claire, dont le poignet gardait en creux la mémoire du ruban, sentit sous sa main remuer une lassitude qui n'était pas fatigue, une volonté d'en finir avec l'exception. Elle rangea le ruban et le sortit pour. D'autres, elle remit dans l'armoire la copie de l'avenant avec les papiers de dot non par superstition, par classement, elle se mit à fabriquer des tables qui ne capturent pas la lumière des verres comme un piège, elle fit passer dans le bois la leçon reçue, angles adoucis, bords où la lumière se casse sans faire d'image excessive, et ce travail, salué par personne, plaça dans les maisons une paix matérielle que la malédiction ne sait pas contester. L'archive, avant de clore son dossier par un interstice toujours ouvert, écrivit, en bas d'une fiche, cette phrase qui tient lieu de morale quand on n'en veut pas, pour l'instant les aînés passent, on maintient les rubans à disposition, on garde la dentelle rendue, on finance les dots manquantes, on couvre les glaces, on écoute les cloches, on déplace les bornes, on plante les arbustes, on range les images, on laisse les gestes faire, et la ville, en lisant cette maigreur, s'aperçut qu'elle préférait cette tenue à la prospérité de ses comptes. La dernière saison de cette partie appela ce qu'elle devait appeler, une noce menée entièrement sous les règles sans que personne ne s'en vante, des invités rentrés tôt, des photographies où l'on voit des mains posées à plat sur des tables bien faites, un cimetière où des prénoms à plat ne demandent pas d'offrande, un puits sur lequel la pluie tombe sans changer d'angle, et une boîte qui, à l'archive, attend non un frisson. Un chercheur. Patient. La conclusion à venir n'aurait pas de foudre, elle montrerait seulement ce qui reste à faire pour que la ville puisse, un jour, oublier l'histoire sans la nier, comment on enseigne aux enfants la sobriété des rites, comment on coud une mémoire dans les institutions plutôt que dans les rumeurs, comment un pays qui aimait voir les mariés disparaître apprend, pas, à regarder la vie passer sans l'arracher à elle-même, ce sera l'ouvrage de la dernière partie. Non pour étaler des lauriers, pour tenir les coutures jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin d'être montrée. L'hiver suivant, la ville choisit d'enseigner plutôt que d'espérer, elle confia à l'école la part de mémoire qui ne fatigue pas les enfants, une fiche tenue simple où l'on apprend à couvrir une glace sans s'y regarder, à retarder une cloche de quelques battements pour l'accorder au souffle, à choisir une table où la lumière se casse au lieu de se réfléchir, à prêter un ruban plutôt qu'à l'exhiber, et ces gestes, répétés en classe avec la gravité tranquille des travaux manuels, devinrent mieux qu'un récit, une habitude. L'archive prêta des objets sans drame, un fragment de dentelle cousu d'un fil plus sombre, une photocopie d'avenant, une photographie de parvis déplacée d'un demi-mètre, une note sur la borne retirée et l'arbuste bas planté. L'institutrice alignèrent les choses sous verre à hauteur Dieu. Elles firent compter aux élèves les marches d'un plan de nef, elles firent écrire à la craie l'instruction qui avait sauvé tant de poignets, glace couverte, cloche à l'heure, image en série, et cette écriture, ramenée chaque semaine sur le tableau, desserra encore l'étau des anciennes tentations. La mairie compléta ce travail par une économie soigneuse, le fonds Agnès, au lieu d'être un geste unique que l'on épingle à un journal, devint un compte suivi, il servit 2 fois l'année suivante, une dot insuffisante corrigée sans bruit, une substitution évitée en amont sans mention de nom, et la ligne, dans les livres municipaux, prit l'allure rassurante d'une dépense courante. Le photographe, dont le métier s'était dégourdi en renonçant à l'emphase, proposa aux familles des albums faits d'images mouvantes, on y voyait des mains passer, des rubans se nouer, des pains se rompre, il garda, dans un tiroir, les tirages où une blanchure persistait à hauteur d'ombre et les remit à l'archive lorsque l'air manquait de prudence. L'atelier du bois, où Claire avait placé la théorie dans des angles arrondis, livra aux maisons de jeunes mariés des tables qui ne donnaient jamais à la lumière l'idée de gouverner. Elles se couvrirent de nappes lavées par la blanchisseuse qui préférait les tissus lourds aux mousselines aimantées, et la vie domestique, en se réglant sur ces matières, devint un contre-champ tranquille à la grandiloquence dont les vieilles fables se nourrissaient. Les commerçants, qu'on avait tenus à distance au plus fort des précautions, revinrent sous une forme plus humble, ils retirèrent les glaces biseautées de leurs vitrines les jours de ban, ils acceptèrent, pour la saison des noces, de placer devant les carreaux des étagères de fruits plutôt que des miroirs, ils accrochèrent, au revers des caisses, les petites feuilles imprimées par l'école où figurait l'ordonnance de la retenue, et le marché, en se laissant gouverner par une sobriété apprise. Ailleurs, cessa d'être la coulisse des disparitions pour redevenir l'ordinaire de la prospérité.
La presse locale, qui avait demandé son numéro spécial sur l'art des noces, se prêta au pli du pays. Elle publia une page maigre où l'on voyait des rubans près plutôt que des voiles flottants, des bancs déplacés plutôt que des cortèges, une cloche et son cadran réglé plutôt qu'une nef débordante. Elle reçut quelques reproches de lecteurs qui regrettaient l'ancienne manière d'ouvrir les histoires. Elle répondit par le calendrier des mariages passés sans incident. Et la ville, contingentée à cette joie douce, apprit à se féliciter d'un rien qui dure. L'épreuve suivante tenta la ruse des modernités. Un opérateur proposa des drones pour filmer les cortèges, la mairie rappela l'interdiction sans tonner, le sacristain combiné au photographe proposa une alternative de balcon, la chorale s'aligna en latéral pour laisser l'angle propre, un loueur de photomaton demanda sa place, on lui donna un coin de jardin, loin de toute flaque possible. L'école envoya au stand un élève muni d'une feuille collée où l'on lisait à hauteur de visage que les images aiment trop la vitesse et qu'il fallait ce jour-là leur donner moins de nourriture, et ces petites contraires, posées au bon endroit, neutralisèrent l'appétit qui revenait. Restait, pour que la méthode n'appartienne plus à un moment mais à une culture, à coudre les consignes dans des lieux qui survivront aux personnalités. L'archive intégra le dossier au plan de classement des affaires civiles, elle apposa, sur la boîte grise, un titre dépourvu de frissons, noces, règlement, pièces justificatives, dossier de dot, retour d'objet. Elle rangea dans une pochette à part l'enveloppe du puits avec son fragment de bordure humide. Elle prit acte de l'anonyme qui avait rendu la dentelle cousue d'un fil trop sombre. Elle ajouta une fiche où l'on consignait l'histoire comme une succession de corrections plutôt que comme une fable à l'ancienne. L'église copia sur son registre intérieur la note des mousselines à garder proche des sacristies. La mairie inséra le règlement des noces publiques dans le recueil municipal. Le photographe laissa, sur sa porte, un rappel discret des séries au lieu des pauses. L'école étiqueta dans sa réserve des boîtes pédagogiques. Rubans, miroirs, papier vilé, sable pour flaques, et ce minima inventorié, plus solide que toutes les proclamations, transforma la crainte en tenue. Le temps long, qui finit toujours par demander son dû au village consciencieux, ramena la situation au point où elle pouvait basculer si la ville renonçait à ses coutures. On annonça un été de mariage serré, on pressentit le retour des stands de foire, on devina l'envie qu'a l'orgueil de reprendre le parvis, et l'on vit, précisément parce que la tentation existait, la maturité triompher. Des familles qui n'avaient pas connu Rose posèrent elles-mêmes des mousselines sur les glaces, des pères allèrent retarder la cloche à la corde plutôt que de réclamer du panache, des tantes prirent les rubans à l'archive sans attendre qu'on les y invite, des enfants rappelèrent qu'on casse une flaque avec du sable, des oncles firent tourner le vin dans les cuisines au lieu de l'aligner sur des nappes blanches, des maçons glissèrent un gravier là où la lumière s'aimante, et les mariés passèrent, non protégés par un miracle, portés par une ville qui avait transformé la superstition en méthode. La maison du Val, désormais lessivée de l'emphase qui l'avait rendue visible pendant trop de générations, se retira à sa place d'atelier et de comptoir. Elle continua de vendre du bois, de livrer des tables, d'offrir au futur un meuble sans angle trop net. Elle prêta le ruban bleu quand on le demandait, elle s'abstint de le proposer quand l'époque se passait de symboles. Elle conserva, dans une armoire, les copies des pièces qui avaient remis l'ancienne faute au ras des choses, et elle choisit, au cimetière, de nettoyer la plaque à plat sans ajouter de fleurs, préférant l'entretien à l'offrande, la tenue à l'émotion, la durée au spectaculaire. Claire, qui avait tant travaillé à déplacer la force des images vers les gestes, entra dans la phase que les familles appellent le futur sans majuscule. Elle nourrit un enfant dans une cuisine où la vitre reste couverte les jours de fête. Elle apprit à cet enfant la liturgie propre des mains, poser, resserrer, déplacer, attendre, reprendre. Elle l'emmena, un jeudi de classe, à l'archive pour voir, avec des doigts propres, la corde douce d'un ruban prêté, le carton où l'on garde les fiches, la boîte grise où le fragment de bordure humide étonne moins qu'il n'instruit. Elle laissa l'enfant poser à plat sa paume sur la table d'une salle claire, et ce contact remplaça, pour une génération de plus, les grandes morales. Le puits où l'on avait déposé l'enveloppe reprit sa fonction de pierre qui n'attire plus. On y laissa parfois un brin de lavande sans l'accrocher. On y posa à la fin de l'été une pièce d'eau pour un vœu, non de superstition, de gratitude. La grille, entretenue sans excès, arrêta les besoins de scène. La margelle garda l'empreinte d'un sceau comme d'un passé neutralisé. La place continua, au jour de marché, de montrer l'arbuste bas et la borne changer de place. La trace de l'ajustement valant mieux que l'illusion d'un monde qui n'aurait jamais eu besoin d'être corrigé. La chapelle, latérale, conserva dans son tiroir de mousseline assez de tissu pour couvrir sans glace. La sacristie garda un petit paquet de sable dans une boîte où l'on lit flaque. L'orgue, réglé, se contenta de faire sa part. La cloche tintit à l'heure écrite. La chorale apprit à aimer les entrées latérales, et la nef, dépouillée de ses vieux angles, devint un passage où l'on respire. L'archive ferma, un soir d'automne, la boîte où l'on avait consigné la série des noces sauves avec la satisfaction modeste d'un travail d'hygiène. Elle ajouta, sur un feuillet, une ligne qui suffit. Pour l'instant on maintient les gestes, on garde les objets, on finance les manques, on couvre les glaces, on déplace la lumière.
on laisse les histoires se dégonfler, et le pays, en lisant cette phrase sans panache, constata qu'il avait fini la traversée sans lever la voix. La malédiction, ramenée à sa source par des factures réglées et des images privées de théâtre, ne trouva plus d'angle où s'accrocher, elle subsista, comme subsistent les brouillards de plaine, sous forme de rumeurs sans prise, de souvenirs qu'on choisit d'archiver plutôt que de rejouer, et l'on accepta que l'histoire ne se raconte plus que par la qualité des tables, par l'exactitude des cloches, par la souplesse d'un ruban passé à un poignet, par la tiédeur d'une vitre tenue couverte au bon moment. La ville, en se gardant de l'amour des catastrophes, apprit un métier qui sert à d'autres jours, elle couvrit les miroirs lors des grandes nouvelles qui bouleversent, elle retarda le bruit quand le monde crie, elle vida les places des machines trop lucides, elle replaça des bornes au besoin, elle planta des arbustes, elle prêta des rubans pour des causes qui n'en demandaient pas mais que le symbole prive d'excès, elle choisit, dans la maison commune, les salles où la lumière se casse, et ce savoir-faire, coulé dans les institutions, fit plus pour la paix que tous les récits, la malédiction, même si l'on conserve encore son nom pour se souvenir du chemin, changea de nature, elle n'était plus une gueule, elle devint un cahier, elle n'était plus une menace, elle devint une méthode. Au bout de ces années, lorsqu'une aînée se présente à la porte d'une nef ou au seuil d'une mairie, on ne dit plus que la ville retient son souffle, on dit qu'elle ajuste, on ne pose plus la main sur le cœur pour appeler les saints, on pose du sable sur une flaque, on ne cherche plus à voir, on veille à ne pas laisser voir trop, on n'attend plus un signe, on tient les signes à leur place, on se méfie des images, on préfère les gestes. On laisse passer les mariés comme on laisse passer les saisons. Et si quelqu'un, un soir, demande ce qu'il reste de l'ancienne affaire, l'archive ouvre sa boîte, montre des rubans prêts, des fiches droites, un fragment de bordure humide, un reçu jauni, elle referme, elle sourit comme sourit une pièce bien rangée, et la vie, qui s'accommode mieux des preuves que des fables, reprend sa vitesse propre. Rien d'éclatant ne vient clôturer, la cloche ne frappe pas plus haut, le puits n'exhale pas de vapeur, le tilleul n'incline pas sa masse, le photographe n'imprime pas d'images héroïques, la chorale ne découvre pas un chant, la mairie n'inaugure pas de monument, la plaque à plat au cimetière garde ses prénoms sans réclamer un bouquet, et c'est précisément cette absence d'effet qui constitue la seule conclusion tenable. La ville a gagné la faculté de se passer d'histoire pour protéger ses filles. Elle a cousu dans ces lieux un fil que l'on transmet, non pour retenir, pour relier.